Bonsoir ou rebonsoir, merci de nous retrouver pour poursuivre ensemble cette grande soirée consacrée aux élections régionales et départementales dans les Hauts-de-France 2021. Au fur et à mesure, nous vous livrerons bien sûr tous les résultats définitifs en lien direct avec nos équipes dans les préfectures. Des résultats que vous pouvez retrouver sur notre site internet France 3 Hauts-de-France. Nos reporters sont toujours sur le terrain dans les QG des candidats et puis toujours de très nombreux invités sur ce plateau. Mais avant toute chose, je vais vous rappeler notre estimation Ipsos pour les régionales ce soir qui donne Xavier Bertrand vainqueur avec 53% des suffrages exprimés. Sébastien Chenu et le Rassemblement national à 25,6%. Et enfin, Karim Adeli, la gauche unie avec les Verts, 21,4%. Et puis je vous rappelle un autre chiffre inquiétant ce soir, c'est celui de l'abstention qui, toujours selon notre estimation Ipsos, s'établirait à 66,8% pour ce second tour dans la région. Sans attendre, direction Bruay-la-Buissière où on va rejoindre Ophélie Mazure en direct. Alors Ophélie, visiblement les électeurs du Rassemblement national ne se sont pas mobilisés. Vous êtes auprès d'un militant, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Oui, effectivement, j'ai dû l'interrompre tout à l'heure parce que Marine Le Pen commençait son discours. Antoine, qui vient de Douai, est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Votre sentiment de militant d'abord, ce que vous avez au fond des tripes là, en voyant ce chiffre de 25,6%. Quand on regarde les chiffres, on a perdu. On ne va pas dire qu'on est satisfait, on est déçu. Comme le disait tout à l'heure Sébastien Chenu, on est déçu. Par contre, on a le sentiment du travail fait. On a ratissé cette région depuis le mois d'octobre-novembre, donc Sébastien n'a pas compté ses kilomètres. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Je pense qu'il va falloir, dès demain, le travail va reprendre et il va falloir aller convaincre les militants. Voilà, parce que les militants, on est la première force politique, le Rassemblement national en France. Donc ils ne se sont pas déplacés parce qu'ils n'ont peut-être pas compris, j'allais dire, ce que cette élection pouvait leur apporter. Effectivement, la préoccupation principale des Français, c'est la sécurité, c'est l'emploi. Il n'y a que les transports qui sont vraiment une compétence régionale. Donc je pense que les gens attendent vraiment un changement et le changement, ils vont pouvoir s'exprimer dans les urnes. En mai 2022, et donc nous, en tant que militants, on ne va pas lâcher, on va continuer à ratisser et à convaincre. Un mot de cette jeunesse peut-être quand même, qui n'était pas au rendez-vous. On dit que l'électorat du Rassemblement national est jeune. Effectivement. Qu'est-ce qui manque au Rassemblement national, à votre avis ? Moi, aujourd'hui, je lance un appel aux jeunes. Faut pas avoir honte, parce que on est au Rassemblement national. Tout ce qu'on entend. On est des méchants, Non, on n'est pas des méchants. On a une idée pour la France. On est pour la France. On est pour notre patrie. Donc rejoignez-nous. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Rejoignez-nous. On a une aventure dans 10 mois qui va commencer, on va dire, à partir de septembre-octobre. On va parler des présidentielles. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout le monde peut s'exprimer au Rassemblement national, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres partis. Et donc, si j'ai un message à faire passer, c'est rejoignez-nous. Il faut continuer à convaincre. Et on va convaincre électeur après électeur. Et je pense qu'en 2022, on aura une bonne surprise. Voilà, en tout cas, un militant très, très motivé du Rassemblement national. Mais vous le voyez derrière moi, pour l'instant, ça sent la fin de soirée ici à Bruay. Bruay, où on a le regard quand même tourné vers le canton, puisque Ludovic Pajot devrait annoncer dans quelques minutes, dit-on, en mairie, sa victoire, ici dans ce canton. On vous tiendra au courant dès qu'on aura le résultat définitif. Merci beaucoup. Ophélie. Jean-Philippe Tanguy, bonsoir. Bonsoir. Ancien numéro 2 de Debout la France, vous avez rejoint Sébastien Chenu pour cette campagne. Vous êtes numéro 3 sur la liste de la Somme au régional. Alors tout à l'heure, Sébastien Chenu n'a pas aimé le terme de coup porté au Rassemblement national. Alors vous, comment vous qualifiez votre défaite et puis surtout, comment vous l'expliquez ?
Mais c'est surtout un coup porté à la démocratie. Moi, on ne va pas changer de discours par rapport au diagnostic de la semaine dernière, puisque l'abstention est malheureusement la même. La démocratie aujourd'hui est très menacée par cette abstention. Moi, je ne comprends pas comment on peut parler de lecture politique, de résultats, où 2 Français sur 3 n'ont pas considéré que s'exprimer dans les urnes était une solution viable pour exprimer leur mécontentement ou leur adhésion à une alternative. Aujourd'hui, personne ne peut savoir ce qu'ont voulu dire les Français. Nous sommes tous collectivement, quels que soient les partis, aveugles sur un pays qui semble extrêmement malheureux, touché par le chômage. Ça s'exprime par les gilets jaunes, ça s'exprime par des contestations sociales extrêmement vives. Et on a l'impression ce soir, aucune région n'a changé de bord, aucun département ou presque ne va changer. Que la France, comme les municipales, vous étiez candidat que la France... au cantonal également à Rouen. Oui, j'ai concédé une défaite à 42% contre l'ensemble du système qui s'est mis contre moi, présentant une mère de famille et moi-même comme un danger pour la démocratie. Mais c'est très grave aussi, vous parlez de cette façon de faire de la politique constamment départementale. Je n'ai affronté aucun débat sur le fond. On m'a reproché de menacer les valeurs de la République. J'ai demandé plusieurs fois, mais en quoi est-ce que je menace les valeurs de la République en défendant justement les valeurs républicaines, l'égalité, la fraternité, la liberté sur tout le territoire? J'attends toujours cette question. Donc aussi l'épuisement de la démocratie par des débats qui n'ont aucun fondement rationnel, où on oppose les gens par des polémiques de plus en plus violentes au détriment du fond, est très grave. Est-ce la faute des politiques? Pardon? Est-ce la faute des politiques? Oui, c'est en partie la faute des politiques, si le débat n'a pas sur le fond, mais ce n'est pas objectivement la faute de Rassemblement National. Mais je veux saluer la campagne de Sébastien Chenu qui a porté un programme depuis le 26 janvier sur le terrain. Alors, vous qui faites partie de la jeune génération, le Rassemblement National va se réunir en congrès le week-end prochain. Pensez-vous que la stratégie de Marine Le Pen actuellement soit la bonne ou est-ce qu'il faut évoluer, changer? Oui, moi je maintiens notre confiance totale envers la stratégie de Marine Le Pen qui a amené le Rassemblement National à un niveau historique qu'il n'avait jamais atteint. Même quand nous avons une défaite, nous sommes la principale force d'opposition de très loin dans la principale. Là, il est clairement en recul ce soir, le régions. Rassemblement National. Oui, mais moi, sincèrement, je ne vais pas changer de discours. Je ne peux pas, et personne ne peut lire les résultats, puisqu'il y a 2 tiers des Français qui ne se sont pas exprimés. Je veux dire, toute lecture de ces résultats, non seulement serait faux, mais serait en plus une erreur collective, puisqu'on ne comprend pas, sauf si quelqu'un a une solution miracle ce soir, on ne comprend pas ce qui se passe en France, en la différence entre ce qu'on voit sur le terrain. Mais vous-même, les journalistes, vous le voyez bien, la France ne va pas bien, les Français ne vont pas bien, et ils ne s'expriment pas. Donc qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce qu'on pourrait poser cette question au lieu de... On pourrait partir à ce chamailler. On va essayer de comprendre justement, et on va poser cette question à notre spécialiste d'Ipsos qui est avec nous en direct du siège de France Télévisions. Mathieu Gallard, bonsoir, vous êtes donc directeur des recherches à Ipsos. Merci d'être avec nous. Alors effectivement, on ne comprend pas cette abstention. Comment peut-on l'expliquer selon vous? Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette abstention massive, au premier comme au second tour. Vous avez déjà une colère d'une partie de la population contre les dirigeants politiques, contre le système politique en lui-même. Même si cette colère, elle est peut-être un peu moins forte dans le pays qu'au moment, par exemple, des Gilets jaunes, elle est quand même toujours là pour une partie de la population. Vous avez une autre partie des abstentionnistes qui, en fait, ne comprennent pas vraiment l'enjeu de cette élection, se demandent en quoi les attributions des régions pourraient avoir véritablement un impact sur leur vie quotidienne. Et cela, ils vont sûrement aller voter, par exemple, à l'élection présidentielle, où là, ils ont le sentiment qu'il y a vraiment de l'enjeu, mais pas forcément au régional, au départemental. Eh bien, vous avez aussi une... Allez-y, poursuivez, pardon. Vous avez aussi, enfin, une partie des abstentionnistes qui sont un petit peu indifférents, qui ont la tête ailleurs dans cette période où voilà, on quitte la phase dure de la pandémie et qui ont peut-être envie de revenir à des sujets un petit peu plus enfin, voilà, moins sérieux et moins difficiles que la politique, sans doute. Eh bien justement, on est allé à la rencontre de ces abstentionnistes du côté d'Amiens. On leur a donné la parole, on les écoute et puis on vous retrouve juste après, Mathieu Gallard. Ouais, non, c'est un choix, c'est tout. Ouais, c'est un ras-le-bol total. Dans tous mes copains, il n'y a personne à qui ça parle, la région, le département, enfin, c'est pas assez concret en fait. Et puis je pense qu'il y a un peu l'effet où il y a la présidentielle l'année prochaine. Et là, pour le coup, on a l'impression que c'est un peu un coup d'essai, que les politiques essaient de se placer par rapport à ça. Mais qu'au final, c'est juste pour ça en fait. Que je vote pour une personne ou une autre, ça changera. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui changeront.
J'ai beaucoup de mal à croire que ça puisse influer sur quoi que ce soit et pour autant je participe à la politique publique avec mon boulot au quotidien mais j'ai pas la sensation que mettre un bulletin change quelque chose alors que par contre me lever tous les matins là j'y vois du sens. Peut-être que les gens ont laissé tomber, c'est peut-être ça. Les gens ont laissé tomber, Mathieu Gallard ? Oui, une partie des gens, effectivement, ont laissé tomber, mais plusieurs, effectivement, des abstentionnistes que vous avez interrogés le disaient très bien. Ils ont le sentiment que ces élections ne changeront rien à leur vie quotidienne parce que, fondamentalement, ils pensent que c'est pas au niveau régional que les choses se jouent. Et de ce point de vue-là, on a beaucoup parlé dans l'entre-deux tours, peut-être de l'absence de campagne électorale, du fait que les médias, peut-être, n'avaient pas assez parlé des enjeux. Mais on peut vraiment se poser la question de savoir si parler fondamentalement des enjeux et des attributions des régions, ça pourrait véritablement faire monter la participation. C'est pas certain. On voit que ce qui préoccupe avant tout les Français aujourd'hui, c'est des éléments qui ne sont pas vraiment du ressort des régions. C'est l'insécurité, c'est le pouvoir d'achat, c'est les inégalités sociales, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est là où effectivement c'est difficile, peut-être finalement trop d'échelons territoriaux en France et des compétences trop diffuses entre ces différents échelons territoriaux. Donc ce sont davantage les thématiques finalement de la présidentielle qui préoccupent les Français. Justement, la présidentielle, parlons-en. Xavier Bertrand a donc obtenu, selon votre estimation, 53% des suffrages exprimés ce soir dans les Hauts-de-France. Si on jette un œil sur les scores des autres prétendants de la droite à l'Élysée, Valérie Pécresse en Île-de-France, 46%, Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, 55%. Quel est le grand gagnant de ce scrutin? C'est Laurent Wauquiez, c'est Xavier Bertrand, c'est qui? C'est difficile à dire, on va voir dans les prochains jours, mais incontestablement, Laurent Wauquiez, c'est vrai, connaît vraiment, ressort comme un des grands gagnants, tout simplement parce que son nom était très peu évoqué dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Il avait fait une cure de silence médiatique au niveau national, et là, c'est vrai que son score très impressionnant le relance un peu. Après, Xavier Bertrand, qui lui est déjà candidat, sort malgré tout nettement renforcé, puisque avec son score qui est véritablement écrasant, il montre sa capacité effectivement à battre à la fois le Rassemblement national, mais aussi la République en marche, qui avait voulu le menacer dans cette région. Et incontestablement, entre les deux hommes, il risque d'y avoir un match extrêmement serré. Valérie Pécresse n'est pas non plus écartée, même si c'est vrai que son score peut-être la met en position un peu moins favorable. Dernière question, Mathieu Gallard. Xavier Bertrand l'avait déjà dit dimanche dernier, il l'a réaffirmé ce soir. Nous avons fait reculer le Rassemblement national, dit-il. C'est une réalité, Xavier Bertrand a réussi à ravir des voix au Rassemblement national, ou bien c'est les électeurs du Rassemblement national qui ne se sont pas déplacés? C'est difficile à dire à ce stade, mais quand on regarde effectivement les niveaux exceptionnels de l'abstention, on peut penser que pour l'immense majorité, c'est des électeurs du Rassemblement national qui ne se sont pas rendus aux urnes. Néanmoins, c'est vrai probablement pour l'ensemble des partis. Donc voilà, effectivement, c'est assez normal que Xavier Bertrand prétende avoir pu le faire reculer. Les autres candidats de droite comme de gauche d'ailleurs le font aussi. Dans la réalité, c'est sûrement un petit peu plus complexe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Mathieu Gallard. Et maintenant, place aux résultats pour les départementales. Et c'est avec vous que ça se passe, Dominique. Effectivement, Vierna, des résultats qui se multiplient. On va prendre la direction de la préfecture du Nord où se trouve Lila Affaf avec tout d'abord les résultats de Denain et Avesnes-sur-Alpes. Oui, Dominique, ça y est, les résultats commencent à nous arriver. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les cantons où on a pu voir les résultats, à chaque fois qu'il y avait un duel avec le Rassemblement national, c'est le parti de Marine Le Pen qui sort perdant. L'exemple frappant, c'est celui de Denain, qui était la bascule Rassemblement national la plus probable. C'est finalement le binôme de gauche, Isabelle Denison-Zavija et Michel Lefebvre, qui l'emportent avec 54,02% des voix face au Rassemblement national. Régine Andris et Joshua Auchard, 45,98% des voix. Je peux aussi vous parler du canton d'Avesnes-sur-Helpe, où cette fois-ci, c'est l'Union de la droite, Sébastien Seguin, Aude Vorne-Kovenberg, qui obtiennent 65,23% des voix. Le Rassemblement national dans ce canton obtient, lui, 34,77% des voix. Pour le binôme Sandra Delannoy et Julien Franquet. Merci à vous, Lila. Direction la préfecture de la Somme, Amiens, maintenant avec Émilie Boulanger. Émilie, un résultat intéressant à Péronne, où Damien Rieu avait fait parler de lui pendant la campagne régionale. On se souvient de cette vidéo, cet échange musclé avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Eh bien, Damien Rieu était candidat au départemental. Qu'est-ce que ça a donné ?
Eh bien, c'est un résultat effectivement qui était très attendu à Péronne et le Rassemblement national, qui était en première position au sortir du premier tour, n'est pas parvenu à s'imposer. Ça donne 55,06% pour l'Union de la gauche et des écologistes, Christophe Boulogne et Valérie Cum, contre 44,94% pour le Rassemblement national, Yaël Ménache et Damien Rieu. Vous en parliez. Il faut dire que les candidats de la majorité sortante avaient appelé à voter pour le binôme de gauche qui est donc élu. Autre résultat à Roye, les résultats étaient serrés au premier tour, mais avec la droite qui a appelé au report des voix, c'est effectivement la gauche qui s'impose assez facilement, 58,01% pour Josiane Héroard et Wilfried Larcher de l'Union de la gauche et des écologistes, contre 41,99% pour le Rassemblement national, Aurélie Dupont et Jean-Philippe Tanguy. Et puis un dernier résultat à vous communiquer à Doulan, une très large victoire pour l'ancien président du conseil départemental, 73,03% pour Christelle Hiver et Laurent Saumon, contre 26,97% pour le Rassemblement national, Sylvie Corroyer et Pierre Courcol. C'est donc la droite qui l'emporte facilement face au Rassemblement national dans ce canton. Merci à vous, Émilie. Direction Beauvais, la préfecture de l'Oise, maintenant avec Aaron Tanzit. Aaron, les bastions picards du Rassemblement national tombent un à un. Oui, Noyon, Crépy, Envallois, les deux cantons qui étaient détenus par le Rassemblement national ne sont plus ce soir dans leur escarcelle. On commence avec Noyon et la figure emblématique de l'extrême droite ici dans l'Oise, Michel Guignot, associé à Nathalie Joran, obtiennent un petit 40% simplement des suffrages exprimés. Ils sont battus largement par le binôme d'hiver gauche, Corinne Achin et Thibault Delavenne, le maire de Guiscard, qui recueille 60,73% des suffrages exprimés. Du côté de Crépy-en-Valois, ça ne passe pas également pour le Rassemblement national qui perd, et pas qu'un peu, plus de 2000 voix d'avance pour le binôme de la majorité départementale composé de Véronique Cavaletti et Luc Chapoton, qui recueille 64,55% des suffrages exprimés. Merci à vous, Aaron. On poursuit notre tour des Hauts-de-France, direction l'Aisne et Laon à présent avec Rémi Vivenot. Les résultats ne cessent de tomber, Rémi. Oui, ça n'arrête pas et je vous en livre tout de suite deux. Et tout d'abord, dans la pointe sud du département, du côté de Château-Thierry. Château-Thierry, où le maire de la ville était également candidat pour ces départementales, en tandem avec Michel Fuselier, vice-présidente sortante du département, d'hiver gauche, qui avait rejoint la majorité de Nicolas Fricoteau en 2018. Eh bien, il l'emporte ce soir largement, avec 70,8% des voix devant le tandem du Rassemblement national de Thierry Millon et Marie-France Mollard, 29,1%. Sébastien Eugène, le maire de Château-Thierry, qui était déjà très largement en tête au premier tour sur sa commune. Et puis, je termine par un deuxième résultat, celui de Tergnier, la cité cheminote de l'Aisne, où bien la sortante Caroline Varlet d'hiver gauche, associée au secrétaire du PCF dans le département Aurélien Gall et adjoint au maire de Tergnier, eh bien l'emporte ce soir avec 63,2% des suffrages. Ils battent le tandem du Rassemblement national, Freddy Deguin-Dosson et Virginie Gillion. Freddy Deguin-Dosson qui est conseiller d'opposition à Tergnier, 36,7% des voix et donc qui s'incline ce soir. Voilà Virna, vous le voyez, le dépouillement est beaucoup plus efficace ce soir. On vous attend avec d'autres résultats. Et oui, merci beaucoup à ceux qui dépouillent d'ailleurs au passage. Merci Dominique, à tout à l'heure. Jean-Louis Manon, un commentaire sur ces départementales dans le... Alors d'abord un résultat, en plus c'est la victoire de Christian Poiret, le d'hiver droite Christian Poiret dans le canton de Douai. C'est intéressant puisque Christian Poiret est le candidat désigné pour être le futur président du conseil départemental du Nord. Il y avait une petite incertitude, il était en ballottage difficile face au maire de Douai, Frédéric Chéreau, et donc finalement il est élu avec 51,44% des voix. Vous avez raison, ça va l'aider fortement à devenir le président du conseil départemental du Nord. Et puis un autre résultat qui est intéressant, c'est dans le canton de Denain. Effectivement, donc dans la circonscription de Sébastien Chenu, le RN avait des espoirs sur ce territoire. Et bien finalement, ce canton de Denain reste à gauche. Il y avait M. Clavet qui était là dans le précédent débat. Tranche, ouais. Et effectivement, il était candidat à Lens. À Lens, on rejoue un petit peu le match retour des élections municipales. Eh bien, le PS reprend au Rassemblement national le canton de Lens, 57,7%. On va s'intéresser tout particulièrement au cours de cette heure d'émission à Lille, où à Lille, dans 3 cantons, le Parti socialiste serait en posture
extrêmement délicate. Et je vois Pierre Mathieu qui te déligne de la tête. Donc c'est vrai. Oui. Face à qui? Face au vert? Oui, face au vert. Voilà. Eh ben, on va en reparler tout à l'heure. Merci beaucoup, Jean-Louis. Et puis alors, si vous nous rejoignez maintenant, on a préparé pour vous les temps forts de cette première partie de soirée sur le plateau de France 3 Hauts-de-France. C'est maintenant. Les Hauts-de-France m'ont fait l'honneur de m'accorder à nouveau leur confiance. Durant cette campagne, je vous ai dit la vérité. J'ai été clair, sans rien vous cacher de mes intentions. Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français. Ce soir, ce qui est important pour Xavier Bertrand, au-delà de sa victoire indiscutable ici, c'est qu'il faut qu'il se positionne par rapport à deux autres outsiders à droite qui sont également des présidents de région, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Donc voilà, c'est plutôt un discours, disons, qui ressemble à un discours de candidat à la présidentielle plutôt qu'un discours de quelqu'un qui reprend la présidence de la région des Hauts-de-France. Voilà. En démocratie, il y a des règles du jeu. Il faut les accepter, sinon il ne faut pas se présenter. Et ce soir, nous reconnaissons notre défaite à ces élections régionales, même si nous la reconnaissons avec déception, nous la reconnaissons. C'est un rendez-vous qui a été manqué. La grande nouvelle de ce soir, les écologistes et la gauche sont de retour au Conseil régional. Après 6 ans d'absence. Et vous verrez, cela va faire la différence. Est-ce que c'est effectivement Xavier Bertrand qui a récupéré ces voix des électeurs du Rassemblement national ou est-ce que ce sont ces électeurs qui ne sont pas allés voter? Je crois que Xavier Bertrand a fait le plein des électeurs, disons, de son camp. Le Rassemblement national est loin d'avoir fait probablement le plein. Et puis la gauche a su mobiliser son électorat, qui s'est remobilisé au deuxième tour avec cet enjeu d'être à nouveau présent à l'Assemblée, alors qu'elle ne l'était pas depuis 6 ans. Donc il est clair que c'est les électeurs du Rassemblement national qui ne se sont pas déplacés. Donc la question, évidemment, pour l'année prochaine, c'est vont-ils se déplacer, parce que l'enjeu ne sera pas le même. Et voilà, et Pierre Mathieu est toujours avec nous sur ce plateau. Pierre, dites-moi, ces résultats, qui ne sont pas encore définitifs pour les régionales, qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de sièges dans l'hémicycle? Alors d'abord, il faut que les téléspectateurs se rappellent que la répartition des sièges se fait au niveau départemental. Il y a 170 sièges dans l'hémicycle régional qui sont répartis au fonction du nombre d'habitants des 5 départements. Donc ça veut dire que le Nord et le Pas-de-Calais ramassent à eux tout seuls à peu près 120 sièges sur les 170. Donc ce qui va se passer, bon, ça va se jouer à pas grand-chose. En réalité, parfois des sièges vont basculer d'une liste à l'autre à pas grand-chose. Mais en gros, Xavier Bertrand avait fait 58% à peu près la dernière fois, il fait 53%. Donc ils vont perdre quelques sièges, évidemment, puisque la dernière fois, il était tout seul face au au Front National à l'époque. Et là, en gros, ce qui se dessine, alors j'ai calculé, je me trompe peut-être, ce sera à peu près 113 voix pour Xavier Bertrand, 31 voix pour le Rassemblement, 31 sièges pardon pour le Rassemblement national et autour de 26 pour la gauche et les écologistes, ou un peu plus, 27, 28. Et évidemment avec une différence selon les départements. Donc si on prend la gauche, un peu calculé, c'est par exemple 13 pour le Nord, 6 pour le Pas-de-Calais, etc. Voilà. Donc évidemment, sachant que pour les listes de gauche, ils se répartissent entre 4 partis politiques. C'est-à-dire qu'évidemment, ils vont être tous représentés, mais finalement, ça va être 27-28 sièges divisés par, pas équitablement par 4, des forces. Benjamin Statu va vous expliquer tout ça parfaitement, mais voilà. Donc ça veut dire qu'il va y avoir effectivement plusieurs partis qui vont être représentés. Il n'y en avait que 2, enfin 3, il y avait l'UDI, les Républicains et le Front National, qui s'étaient d'ailleurs divisés en cours de route. Et là, on va avoir le Rassemblement National, les Républicains, l'UDI, le MoDem. Il y aura 3 grands camps. Toutes les forces de gauche. Donc il va y avoir une dizaine de partis politiques à peu près qui seront présentés. Alors justement, Benjamin Sainte-Huile, bonsoir. Vous êtes secrétaire de la Fédération PS du Nord, maire de Jeumont, numéro 3 sur la liste nordiste de l'Union de la gauche au régional avec les Verts et Karim Adeli. Cette gauche, elle a réussi donc à s'unir pour les régionales, pas pour les départementales, mais pour les régionales, elle a réussi l'union. Est-ce qu'au sein de l'hémicycle régional, vous allez créer un seul groupe, uni, ou alors est-ce que chacun va retrouver son indépendance? Écoutez, le point de départ, c'était le pari que nous avons fait, celui de nous retrouver, de construire un chemin commun pour essayer de retrouver notre place au Conseil régional. Ça fait partie des rares motifs de satisfaction ce soir. La gauche est de retour au Conseil régional.
Le deuxième motif de satisfaction, c'est effectivement de voir reculer le Rassemblement national. Moi, je m'interroge toujours de savoir pourquoi ce seraient les électeurs de ceux-là qui ne seraient pas venus voter plus que les autres. Je crois surtout que ces électeurs ont compris finalement que les réponses qui sont apportées par le Rassemblement national ne correspondent en rien à des propositions sérieuses pour leur quotidien. Maintenant, sur la question que vous me posez, permettez, je vais répondre à la question qui m'est posée. Sur la question de l'organisation politique à l'intérieur du Conseil régional. Un seul groupe ou plusieurs? C'est un peu tôt pour le dire. Il faudra voir ce que disait Pierre Mathieu à l'instant. Quel est le rapport de force à l'intérieur de chaque département? Il ne vous a pas échappé que la mécanique politique entre nous a nécessité beaucoup de temps et de travail. Ce que je sais, c'est que la cohérence qui nous a guidés tout au long de cette campagne va être le fil conducteur de l'ensemble des élus au Conseil régional. Qu'on soit un groupe, deux groupes, trois groupes, ma foi, on est certain de se retrouver en intergroupe, de porter avec force la voix de la gauche et les électeurs qui nous ont fait confiance. Et donc vous allez vous décider quand? Dans les jours qui viennent? Dans les jours qui viennent, avant l'installation, inévitablement, d'abord parce que les organisations politiques vont se parler, ensuite parce qu'à l'intérieur des organisations politiques, il faut que nous puissions faire le point et valider la stratégie ensemble. Mais je vous le garantis, nous serons ensemble, réunis et cohérents dans les positions que nous défendrons au Conseil régional. On ne vous sent pas très favorable à cette union? Je me trompe ou... Vous vous trompez. Simplement, il faut être prudent à ce stade. Pierre Mathieu, qui est votre grand spécialiste sur le plateau, n'est pas capable de dire qui sera élu et qui ne le sera pas à ce stade. Au-delà de ça... c'est encore un peu compliqué pour le moment, tant qu'on n'a pas tous les résultats définitifs. C'est un peu tôt, donc ne me demandez pas d'avoir une clarté absolue, là où pour vos spécialistes, c'est encore un peu trop tôt. Par contre, ce qui est important, c'est que, juste la technique du Parlement, c'est que ils ont intérêt à être unis, parce que sinon, s'ils ont plusieurs groupes, en termes de représentation de chacun des groupes dans les diverses commissions Benjamin Cheville le sait bien, dans les diverses commissions. Ça va pas être simple. Voilà, exactement. Et s'ils sont 27, 28 ensemble et qu'ils pourront se répartir, s'ils sont 5 ici, 6 là, etc., ce sera beaucoup plus compliqué pour eux d'être présents dans l'ensemble des commissions qui composent le Conseil régional. Pierre Mathieu, vous ne pouvez pas ignorer qu'à ce stade, pour être en situation de former un groupe au Conseil régional, il faut être 10. Et donc il y a déjà cette règle-là qui va, je dirais, régler une partie de nos sujets. Merci beaucoup Benjamin Sainte-Huile. On va retrouver tout de suite en direct d'Amiens Brigitte Fourré, maire UDI d'Amiens, numéro 1 sur la liste de Xavier Bertrand dans la Somme et actuelle vice-présidente de région. Bonsoir Brigitte Fourré, merci d'être avec nous. Alors, quelles seront vos priorités immédiates lors de ce mandat pour la région ? Eh bien, bonsoir à tous. Les priorités, c'était clairement dit par Xavier Bertrand jusque dans ces derniers jours. La priorité, c'est de, dès demain matin, être au travail pour mettre en œuvre les mesures qu'on a prévues d'élaborer et de mettre en œuvre très très vite. Je pense en particulier, par exemple, à l'aide au permis de conduire pour les jeunes qui ont besoin du permis de conduire pour aller travailler. Je pense à l'aide à la mutuelle santé pour les personnes âgées ou pour les étudiants qui sont en difficulté sociale. Donc, dès demain matin, bien sûr, nous allons être au travail pour tout simplement être au service des habitants de cette région et faire en sorte de répondre concrètement à leurs préoccupations, comme on l'a fait pendant le mandat précédent, et conformément aussi à ce que je peux appeler la méthode de Xavier Bertrand, qui consiste à dire, quand il y a un problème, on essaie de trouver des solutions concrètes, pragmatiques, et qui peuvent répondre aux besoins des habitants. Un mot tout de même, puisque c'est à Amiens, votre ville, que la Gauche Unie, avec les écolos, a réalisé l'un de ses meilleurs scores au premier tour dimanche dernier. Comment faut-il interpréter ce message adressé par les électeurs, Brigitte Fourré ? Vous savez, moi je connais bien ma ville, c'est ma ville depuis que je suis née. Je sais très bien quelle est la sociologie de ma ville. Le résultat ne m'étonne pas, mais je constate que Xavier Bertrand a fait un excellent score au second tour, qui est le score comparable à celui que j'avais fait l'année dernière aux élections municipales au second tour, en triangulaire également. Donc moi je trouve que nous retrouvons notre score classique et moi je me réjouis que le Front National retombe à un score relativement bas. Je ne me fais pas d'illusions sur l'avenir, mais parce que on ne peut pas, analyser comme ça à chaud les résultats de cette élection, mais je me réjouis que le Front National partout recule, y compris à Amiens. Merci beaucoup Brigitte Fourré d'avoir été avec nous et tout de suite justement on va partir au QG de votre candidat Xavier Bertrand où l'on retrouve Mickaël Guillot. Mickaël, quel est le programme de Xavier Bertrand ce soir? Est-il toujours sur place au QG? Est-il déjà parti?
Non, c'est très calme ici. Dans la salle des fêtes du Palais de Fervaques à Saint-Quentin, il ne reste plus qu'une poignée de médias, il n'y a plus d'élus, plus de militants et surtout plus de Xavier Bertrand. En descendant de scène tout à l'heure, il s'est d'abord éclipsé 10 minutes, probablement pour reprendre son souffle et ses esprits après ce discours important à portée nationale. Il a dessiné les messages forts du candidat à la présidentielle qu'il veut être plus que jamais. On l'a retrouvé ensuite à la sortie du palais, en bas, pour un petit bain de foule, cette foule qui l'avait applaudi un peu plus tôt, et cette foule qui, théoriquement, l'a suivi ensuite pour une fête privée qui est organisée actuellement dans un restaurant. Mais cette fête, eh bien, elle est privée, comme je le disais, aucune caméra n'est autorisée. Alors pourquoi cacher ces potentielles images de foule célébrant la victoire? Peut-être parce que ce serait déplacé dans un contexte de Covid, dans un contexte d'abstention aussi, et puis ce serait contradictoire avec le message fort de ce soir. Un chemin d'espoir démarre maintenant, disait le candidat, pour qui la route s'ouvre, mais la route reste longue vers l'Elysée. Merci beaucoup, Mickaël. Karima Deli nous a rejoint entre-temps. Bonsoir. Bonsoir. Députée européenne Europe Écologie Les Verts, vous étiez donc tête de la liste d'Union de la gauche et selon notre estimation, vous avez obtenu 21,4% des suffrages. On a tenté de faire des petits calculs, même si on n'a pas les résultats définitifs pour le moment. Vous auriez gagné à peu près 40 000 voix entre les deux tours. C'est pas mal. C'est pas mal, vous trouvez? Je trouve que c'est pas mal. Ça veut dire que la dynamique était là. On nous aurait donné un peu plus de temps, ça aurait été mieux. Maintenant, la véritable question, c'est que je crois que souvent on compare à 2015, mais on ne peut pas comparer des choux et des carottes. Je suis désolée. En 2015, nous n'avions pas le Covid. Donc là, la campagne a été difficile. En 2015, la composition politique fait que nous n'avons pas la République en marche. Vous voyez, c'est encore une autre donne. Donc je crois que ce score aujourd'hui n'est qu'un début pour nous, la gauche et l'ensemble des écologistes. Je l'ai dit, nous allons aujourd'hui faire notre grand retour pour durer, pour que demain, nous puissions gagner. Voilà. Alors on a posé tout à l'heure la question à Benjamin Saint-Huil, patron de la Fédération PS du Nord. Formerez-vous un groupe uni au sein de l'hémicycle régional? Oui ou non? Donc un seul groupe avec Verts, PS, PC, France Insoumise ou pas? Écoutez, moi je me suis engagée à faire ce rassemblement unique dès le premier tour en France. Pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce que si nous partions divisés, aucun d'entre nous ne pouvait rentrer dans la grande porte qu'est notamment le Conseil régional. Et on l'a vu avec la liste En Marche. Vous voyez, ils n'ont pas réussi à faire 10, donc pas sélectionnés au second tour. Nous sommes sélectionnés. Donc ma volonté est toujours la même, c'est de dire qu'aujourd'hui nous avons un programme commun, une attention commune, de travailler tous ensemble, avec une volonté de dire on n'a pas menti à nos électeurs, c'est-à-dire que nous allons nous serrer les coudes et faire en sorte que notre programme émerge à l'intérieur comme à l'extérieur du Conseil régional, parce que la grande leçon de ce soir, c'est que le sursaut de participation entre les deux tours, malheureusement, n'a pas eu lieu, ni en France, ni dans les Hauts-de-France. C'est-à-dire, nous, politiques, nous devons changer la manière de faire de la politique. Et je crois que c'est ça qui va être la force de la gauche et des écologistes. Nous allons un petit peu réveiller aussi ce Conseil régional, qui est, il faut le dire, complètement inconnu des citoyens. Donc, à nous on aussi de prendre le taux d'abstention. Vous avez totalement raison. C'est sûr. Merci Karima Deli. Violette Spielbout, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes référente départementale pour La République En Marche dans le Nord, conseillère municipale à Lille. Alors on le rappelle, La République En Marche était absente de ce second tour des régionales, puisque la liste de Laurent Pietraszewski n'a pas atteint les 10% dimanche dernier. Comment expliquer que votre mouvement, après 4 ans d'existence, n'arrive toujours pas à s'implanter localement ? Bien, écoutez, vous venez de le dire, après 4 ans d'existence, un mouvement jeune, un mouvement qui se présente pour la première fois aux élections régionales, pour la première fois aux élections départementales. Effectivement, au global, nous n'avons pas réussi à être au second tour aux élections régionales, mais quand on regarde certains territoires où on a des élus locaux, comme à Lille, je suis conseillère municipale de Lille, vous l'avez rappelé, où on a des présences de la majorité présidentielle sur les 6 cantons lillois, où on a des élus et des conseillers de quartier qui sont sur le terrain depuis 1 an, et bien là, il y a quelque chose d'intéressant. Au premier tour des élections départementales, entre 13 et 27% de résultats, ça n'a pas permis de se maintenir, mais regardez ce qui est en train de se passer. Je crois qu'on le confirmera dans la soirée. Le canton de Lille 3
Lille 4, Lille 5 sont perdus par le Parti socialiste. C'est la fin du système Aubry qui est en train de se concrétiser aujourd'hui. Et en face, vous avez présenté des binômes avec uniquement des candidats à La République En Marche, ou est-ce que vous étiez alliés parfois à la droite, parfois à la gauche, comme dans de nombreux cantons? Alors on était majorité présidentielle, c'est-à-dire La République En Marche, le MoDem, Territoire de Progrès. On était également avec des personnes de la société civile. C'était des binômes dans les 6 cantons lillois. C'était important pour nous parce qu'on a commencé une implantation à Lille. On a vu qu'on a fragilisé les choses avec d'ailleurs l'île verte aux élections municipales. On a d'ailleurs un recours, vous le savez, et on aura du mouvement certainement au mois d'octobre. Et puis on a aujourd'hui 3 cantons sur 6 qui basculent. C'est un moment historique et nous avons participé finalement à la fragilisation d'un système qui était installé et dont aujourd'hui les Lillois ne veulent plus. Eh bien justement, on a des résultats pour ces départementales dans le Nord, Dominique. Effectivement, et des résultats très intéressants. On va retrouver Lila Afaf en direct de la préfecture. Ah, on n'est pas encore branché à Lille. On va prendre un peu de patience et on va prendre la direction de la Somme. La préfecture de la Somme à Amiens, où se trouve Émilie Boulanger. Émilie, avec un résultat atypique à Abbeville, compte tenu des autres résultats de la soirée. Oui, ça a été très très serré à Abbeville 1. L'Union de la gauche et les écologistes l'emportent de peu. 50,42% pour Angelo Tonoli et Julie Vaste contre 49,58% pour Carole Bizet et Stéphane Decailleux. La majorité départementale est donc battue de peu dans ce canton d'Abbeville 1. À Abbeville 2, Nicolas Lotin reconnaissait lui-même au soir du premier tour que ce serait très compliqué de l'emporter. C'est effectivement une large victoire pour le président du conseil départemental sortant. 69,99% des suffrages exprimés pour Stéphane Ossoulier et Sabrina Olville-Mila contre 30,01% pour Chantal Lemaire et Nicolas Lotin du Rassemblement national. Et puis à Friville-Escarbotin, la droite était très légèrement en tête au premier tour et elle conserve cette avance. Elle est élue de peu, 50,23% des voix pour Monique Évrard et Emmanuel Noiret contre 49,77% des voix pour Florence Lemoigne et Arnaud Petit. Pour le moment, il manque encore les cantons d'Amiens, mais cela donne 11 cantons pour la droite et 5 pour la gauche, aucun pour le Rassemblement national dans la Somme. Merci à vous, Émilie. Et puis, je vais vous donner un résultat intéressant dans l'Oise aussi, celui de la présidente du conseil départemental, Nadège Lefebvre, associée à Franck Pia. Eh bien, elle est réélue très confortablement avec plus de 73% des voix devant le tandem du Rassemblement national. Autre résultat dans le Nord, je vais vous les donner moi-même parce qu'ils sont intéressants. On commence à Douai où le ticket Christian Poiret-Caroline Sanchez est élu avec 51,38% des voix. Il y a donc Christian Poiret qui est candidat à la présidence du département, si la droite évidemment reste majoritaire. Autre résultat attendu à Valenciennes, la lutte des droites, et c'est le ticket Laurent de Galève, Valérie Létard qui l'emporte avec plus de 52% des voix face à Yves Dussart et Geneviève Manarino, une élection qui a fait beaucoup parler. On va à Dunkerque maintenant où le RN n'a pas réussi son pari. Grégory Bartholoméus et Christine Decotz pour le Parti socialiste sont élus avec plus de 54% des voix face à Adrien Nave et Angélique Verbeck pour le Rassemblement national. Enfin, à Villeneuve-d'Ascq, on disait Didier Magnier en difficulté, et bien associé à Françoise Martin, il l'emporte avec 53% des voix face au duo Christian Carnoy-Delphine Garnier. Merci beaucoup Dominique. Jean-Louis, dans la métropole lilloise, c'est départemental, c'est un peu le troisième tour des municipales là, qui carrément, se joue. c'est le match retour évidemment des élections municipales. On sait que depuis les élections municipales, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts sont à couteau tiré. Je vous rappelle que Martine Aubry avait gagné de 227 voix d'avance sur les écologistes au deuxième tour des élections municipales. Et donc évidemment, ce qui se passe à Lille aux élections cantonales est très intéressant. Eh bien, les socialistes sont battus sur ces cantons lillois. Par exemple, le canton de Lille 3, c'est un binôme écolo qui l'emporte. Le canton de Lille 4, là aussi c'est un binôme écolo qui l'emporte. Sur le canton de Lille 5, c'est quand même le canton qui est 100% sur la ville de Lille. C'est l'ancien canton de Patrick Caner en partie. Et bien là, c'est un binôme écolo qui l'emporte.
Et puis également sur le canton de Lille 1. Ça, c'est un peu une surprise, on ne l'attendait pas. Donc là, les écologistes également sont élus sur le canton de Lille 1. Donc vous voyez effectivement cette revanche des élections municipales. Elle s'est jouée là ce soir sur les élections cantonales, avec évidemment la revanche d'Europe Écologie Les Verts. Merci beaucoup Jean-Louis. Karima Delli, je vous propose de baisser les masques un instant et de laisser de côté les éléments de langage. Une campagne électorale... C'est difficile. Vous êtes un peu gonflé de me dire ça à moi, qui est tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques pendant une campagne ont leurs éléments de langage. Bref. Désolée pour vous, mais moi je ne suis pas langue de bois. Une campagne électorale, c'est difficile. On prend des coups. Vous êtes parti avec un handicap, un gros déficit de notoriété, des familles politiques pas forcément faciles à rassembler. Humainement parlant, comment vous avez vécu cette expérience? J'ai appris beaucoup de choses. En politique, justement, c'est le temps du dialogue et du débat qui permet d'avancer, vraiment. J'ai appris des personnalités qui n'étaient pas du tout dans la même logique que moi. Hein. Certains avaient même des réflexions très éloignées de la transition écologique. Mais c'est aussi ma plus-value dans cette campagne. Vous savez, moi, j'ai toujours travaillé avec tout le monde. C'est ma formation. Moi, je suis européenne. Et à l'Europe, personne, à lui tout seul, n'est gagnant. Et donc, à un moment, il faut, oui, faire des compromis. Et la méthode des compromis a plutôt bien marché. Et vous l'avez vécu comment? Regardez-moi, je vais bien ce soir sur votre plateau. Dans la bonne humeur, même si parfois on peut avoir des désaccords, surtout sur des sujets nationaux. Ce qui est assez important pour moi, c'est que sur ce volet régional, on était d'accord. Et c'est plutôt la bonne humeur et la sympathie qui l'a emporté. Donc, tant mieux. Voilà. Vous allez siéger à la région? Absolument. Et vous ne retournez pas à Bruxelles? Si, je vais siéger à Bruxelles et je vais être aussi au Conseil régional. Et l'ensemble de mes indemnités au Conseil régional ne seront pas dans ma poche. Je les verserai notamment aux associatifs ou autres. Mais mon but n'est pas de cumuler les revenus. Mon but est de cumuler justement les idées. Alors, vous disiez que vous étiez de bonne humeur. Eh bien, on va aller voir si dans votre équipe, dans votre camp, on est de bonne humeur aussi, puisqu'Hélène Tonnayet, à Lille, je crois que les camarades de Karima Delli ont quitté le QG pour se retrouver dans un bar. Alors attention, il ne s'agit pas vraiment de tous les camarades de Karima Delli, puisqu'en fait, ils devaient effectivement se retrouver dans un bar. Nous y sommes allés, il n'y avait personne dans un premier temps. Donc nous avons retrouvé les écologistes. En fait, ils sont là dans la soirée des départementales, puisque c'est là où les écologistes ont fait leur gros score. Ils ont réussi à gagner 3 cantons, vous l'avez entendu. Et donc ici, l'humeur est à la fête. Et donc les militants, plutôt que d'aller dans une soirée où il y avait finalement toutes les forces de gauche, sont plutôt ici, entre eux, donc entre écologistes, pour célébrer cette victoire des départementales. Merci beaucoup Hélène, et Karima Delli vous fait passer le message qu'elle arrive, elle va vous rejoindre. Sébastien Huyghe, vous vouliez intervenir? Non, mais j'entends Karima Delli dire qu'elle est heureuse de ce rassemblement de l'ensemble de la gauche. Moi, je pense que c'est une erreur historique. Moi, je me réjouis que la gauche revienne dans l'hémicycle régional pour représenter l'ensemble des électeurs, mais je pense que c'est une erreur historique d'avoir allié la gauche modérée et l'extrême gauche, comme ça a été fait aujourd'hui. Et donc, je crois que notamment le Parti socialiste va s'en mordre les doigts dans l'avenir, en s'étant mélangé avec l'extrême gauche. Nous avons toujours mis un rempart infranchissable avec l'extrême droite. Je pense que la gauche aurait dû faire la même chose. Karima Delli, vous êtes d'accord? Ce sont des liaisons dangereuses? Non, ce n'est pas des liaisons dangereuses. Je veux dire, on veut bien accepter les voix des uns et des autres lorsqu'on gagne. En 2015, lorsque l'ensemble de la gauche et le parti de gauche appelaient à voter Xavier Bertrand, vous ne disiez pas « Attention, le parti de gauche, on ne veut pas de vos voix ». Donc il faut savoir... Les partis ne sont pas propriétaires des voix. Oui, mais ils ont appelé à voter Xavier Bertrand pour faire barrage. Pour faire barrage. Nous avons reconnu le travail de Pierre de Saint-Ignon, qui avait été courageux et qui s'était retiré pour faire barrage au Rassemblement national, au Front National. Et donc, c'est Pierre de Saint-Ignon qui a fait ce travail courageux. Alors, il y a Pierre de Saint-Ignon, ne vous servez pas de la mémoire, s'il vous plaît, de Pierre de Saint-Ignon quand vous voulez. Parce que je rappelle quand même que Pierre de Saint-Ignon, vous avez demandé pendant 6 ans un travail commun. De travail, non pas de sectaire, mais de commun. Qu'est-ce que vous avez construit avec la gauche? Il a été reçu régulièrement par Xavier Bertrand à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous avez construit pendant 6 ans avec la gauche et les écologistes? Absolument rien. Je laisse tomber
ces petits jeux politiciens parce que ça ne m'intéresse pas. Maintenant, c'est vous qui rentrez dedans. Moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, la véritable question, c'est est-ce que vous êtes prêts, justement, à écouter les propositions d'autres partis politiques. Et ça va être très intéressant au Conseil régional. Ce débat, on va le poursuivre dans 15 petites minutes, parce que là, on va devoir s'interrompre. Et avant de se quitter, je vous rappelle les estimations de ce soir qui vont s'afficher à l'écran. Xavier Bertrand, 53%, Sébastien Chenu, 25,6%, Karim Adeli, 21,4%. Et puis, vous pouvez retrouver tous les résultats de cette soirée régionale départementale sur notre site internet France 3 Hauts-de-France. Je vous donne rendez-vous à 22h15. On reparlera des chocs, des surprises de cette soirée. Alors, je compte sur vous. À tout à l'heure.